Bonjour à tous. Nous allons commencer. Notre objectif principal est évidemment de parler de la cybersécurité et de dispositifs et surtout partager aussi l'expérience sur les projets que nous avons pu réaliser. Donc, c'est court pour 45 minutes. Je vais essayer d'être relativement concise, mais c'est pas toujours facile quand on est passionné. Donc, Opéra Cyber a été créé il y a quelques années avec l'objectif de proposer des offres assez complètes, en fait automatisées et pragmatiques pour le marché, ce qu'on appelle small middle business, donc les marchés, les PME proprement dit. Et globalement, notre mission a parlé beaucoup de cybersécurité via plusieurs canaux. Et donc, nous pensons que le canal là de webinaire il est assez bien parce que ça vous permettra de peut-être de suivre même en étant sur votre place de travail. Mais néanmoins, nous sommes réellement confrontés à ce problème-là que la cybersécurité est pour nous et pour les autres, quand on parle avec les chefs d'entreprise ou les responsables ou les personnes travaillant au sein des entreprises sur les actions qui touchent le contact avec le numérique, ils disent que oui, bien sûr, la cybersécurité est l'affaire de tous. Et ça semble l'essentiel de parler beaucoup de la cybersécurité et partager de bonnes pratiques. Et néanmoins, il y a un paradoxe qui concerne ce marché proprement dit, c'est le fait que la cybersécurité, il est comme la ceinture de sécurité. D'un côté, on dit c'est indispensable, et d'autre côté, il y a encore beaucoup de sociétés, si on parle de contexte professionnel, qui finalement ne passent pas à l'action. Et nous pensons en partie aussi la manque de comment faire, la compréhension comment faire, mais aussi le besoin de financer ces actions-là freine le passage à l'acte. C'est pour ça que nous avons pris aujourd'hui cette audace de vous parler des aides de façon globale et surtout de quelques aides en particulier. Donc, avant et en préambule, j'aimerais rappeler que la cybersécurité, c'est réellement l'ensemble des pratiques, l'ensemble des actions qui consistent à assurer la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité des informations en protégeant les appareils, les personnes, les réseaux et les données euh, contre tout accès non autorisé aux criminels. Assez souvent, je veux dire, cette notion de cybersécurité, surtout quand on parle avec les dirigeants des PME, on voit que c'est confondu avec le métier IT et je ne cesse pas de rappeler, la cybersécurité, c'est réellement un autre métier qui est complémentaire au métier IT et l'un fonctionne avec l'autre, c'est-à-dire que l'IT met à disposition les services numériques, tandis que la cybersécurité fait en sorte que ces services soient protégés de façon que celui qui a accès aux documents accède et pas une autre personne, que celui qui n'a pas droit d'accéder, il ne va pas voler, faire sortir les documents, en sorte que les process qui sont mis en place font déjà les premières barrières et que les utilisateurs, les employés, finalement, des maillons faibles, ce qu'on dit souvent, deviennent les premiers remparts contre les attaques cyber. Donc tout ça, ce sont les actions clés des équipes ou des différentes cybersécurités ou les cabinets conseils comme Opéra Cyber ouvrant en cybersécurité. Donc aujourd'hui, nous vous proposons l'agenda qui est sur quelques types là, donc je dirais, quelques types, sur quelques axes. D'abord, en introduction, pourquoi c'est important de parler de cybersécurité, quels sont les besoins en cybersécurité, les PME, et surtout, panorama des aides et quelques exemples concrets. Donc, déjà, en introduction, finalement, je commence par la phrase qui est à la fin du dispositif. La cybersécurité n'est plus un luxe, mais une nécessité stratégique. La prévention et la résilience cyber sont désormais clés pour garantir la pérennité et la compétitivité des PME. Il est vrai que très longtemps, on a pensé que la cybersécurité concerne plutôt les grandes entreprises. Maintenant, les PME sont devenues des cibles privilégiées des cybercriminels parce qu'elles sont limitées en ressources financières, en ressources en termes de compétences. Finalement, elles représentent les proies très faciles, beaucoup plus faciles que les grandes entreprises depuis 2000
2020, on parle de cybercriminalité de masse et donc de ce fait, les PME sont les cibles les plus aimés par les cybercriminels. Donc, on parle d'annonces spectaculaires de cyberattaques visant les PME. Ce sont les cyberattaques diverses et variées. Vous avez ici quelques exemples, mais finalement, ça augmente de façon significative les dernières années. Nous allons voir quelques chiffres tout à l'heure. Donc, les conséquences, souvent, c'est très lourd. On n'en entend pas souvent dans la presse parce que il y a 3 millions de PME en France. Il y a, si je ne me trompe pas, 20 000 de ETI de grandes sociétés. Évidemment, quand une grande société est attaquée, et en plus, ils ont obligation de communiquer, obligation de faire communication aussi publique, ces chiffres sont connus et beaucoup débattés, beaucoup discutés, pardon. En l'occurrence, les PME, ils sont pas très fiers à parler de ces informations. Et donc, les chiffres montrent quand même les signalements massifs, mais toujours est-il, ce qui est mis en relief en termes de conséquences, c'est les pertes financières indirectes, parce que dès qu'on a payé un rançon, donc on a perdu de l'argent. Les fraudes, telles que les fraudes à président, font qu'on a fait les virements, donc on a vidé notre trésorerie. Ensuite, on parle de perte de données sensibles et propriété intellectuelle. Donc parfois, même les sociétés ne sont même pas au courant qu'elles étaient objets et faisaient objet de fuites de données. Et c'est ensuite les actions CTI où, quand ces données étaient utilisées pour les phishing, on s'aperçoit que les fuites de données dont la société a fait l'objet. Mais c'est un fait. Donc ensuite, c'est atteinte à la réputation, perte de confiance client ou partenaire. Admettons, vous êtes avocat d'affaires ou vous avez un cabinet de plusieurs avocats, vous travaillez sur les dossiers ont fuité, évidemment, ça vient de soi qu'il y a une perte de réputation. Si vous êtes un huissier de justice ou vous êtes un expert comptable, les métiers qu'on appelle les métiers réguliers, et vous avez les obligations, ces obligations ne sont pas respectées, donc les clients ils sont pas confiants, ils sont plus confiants. Donc et aussi il y a un risque de sanctions réglementaires qui est plus en plus important. On a parlé de GPD, maintenant bientôt nous allons parler de NIS2 dont plus de 500 000 sociétés en France sont concernées. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que globalement, il y a un transformation digitale qui est accéléré. Il a déjà été lancé depuis 2010 et avec les confinements, le Covid, on est de plus en plus sur les capacités à travailler à distance, à utiliser les services à mode SaaS. Donc finalement, autant de facteurs qui complexifient la sécurisation et ça augmente la surface d'attaque. Finalement, ça augmente la probabilité d'être attaqué et de vivre les conséquences assez lourdes. Donc ici, je vous présente juste quelques sources qui me permettent de constater ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai creusé les sources de l'Agence nationale de cybersécurité des systèmes d'information. C'est l'instance principale en France. Ensuite, c'est INISA, c'est son, on va dire, sa grande sœur européenne, qui aussi publie régulièrement les rapports permettant de voir l'impact des attaques cyber et aussi l'état de l'art au regard de cyber-résilience des PME en Europe. Ensuite, je reçois et on regarde aussi les rapports de sécurité de grandes entreprises et fournisseurs de cybersécurité parce qu'ils croisent les données et puis il y a quelques exemples ici, ce sont les rapports de qualité. Et bien sûr, il y a aussi des études sectorielles qui peuvent être intéressées et surtout doivent être intéressées quand vous posez les questions. Est-ce que tel et tel type d'aide par rapport au secteur donné a été pertinente ou pas? L'ANSSI a traité près de 4400 événements de sécurité en 2024. Et puis, NISA, elle est largement expliqué le Threat Landscape 2023. Ce sont les informations qui peut-être datent un petit peu, mais néanmoins, on voit que les tendances à la hausse. C'est ça ce qui est ici plus important. Et c'est pour ça, France 2030, c'est un dispositif cyber pour les PME qui a été lancé parce que nulle personne
ni sans savoir que ni ignore en fait ce que je voulais dire, les investissements nécessaires pour rendre les sociétés de taille PME et ETI matures, compte tenu de cette croissance des menaces, sont disproportionnées en fait par rapport à parfois les capacités financières des entreprises. Donc, ce qu'on voit ainsi en conclusion pour cette partie-là, pourquoi la cybersécurité est un jeu stratégique même pour les petites structures, je m'appuie beaucoup parce que nous travaillons avec, et nous sommes aidés par cybermalveillance.gouv.fr, donc c'est une plateforme qui a été créée il y a plus de 7 ans et on voit que les signalements ne cessent de grandir. Donc, il est par rapport à 2024, c'est plus 47% avec 5,4 millions de visiteurs sur la plateforme. Évidemment, visiteur ne veut pas dire un signalement, non, mais on voit quand même qu'il y a un hausse qui est significatif. C'est une plateforme qui est à destination des personnels, des personnes, des particuliers, pardon, comme pour à destination des entreprises également. C'est un pléthore d'informations qu'il faudrait apprendre à utiliser, mais qu'une vraie richesse. Et donc, dès qu'il s'agit de faire un signalement, question à poser, voire déposer une plainte via 17 cyber, on peut faire désormais. Donc, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs services, y compris les services relatifs à la sensibilisation. Donc, ce qu'on voit ici, qu'en termes de tendance, la violation de données, elle est plus 72%. Ensuite, c'est le piratage de compte qui est plus de 42%, plus hameçonnage. Et l'attaque maîtresse, indépendamment si vous êtes particulier, entreprise ou collectivité territoriale, reste hameçonnage. Après, certaines choses varient. Donc voilà, c'est plutôt pour vous convaincre ou pour convaincre vos dirigeants parce que je ne vois pas quels sont vos intérêts en venant ici. Mais néanmoins, je vais maintenant poursuivre cet objectif qui a parlé de cette sensibilisation, vous sensibiliser finalement, présenter les dispositifs, montrer les solutions qui existent et donner quelques exemples concrets qui proposent les démarches pragmatiques et tout à fait actionnables. Donc, quels sont les besoins en cybersécurité des PME? Finalement, les besoins, qui dit besoin, dit les risques. Avant de se poser les questions, est-ce que je dois prendre un dispositif ou pas, il faut se poser les questions à quel moment je suis connecté, est-ce que j'encours un risque cyber et quelle est ma maturité actuelle. Donc tout ça, ça fait l'objet justement d'un autre type de discussion, mais néanmoins, il existe des risques majeurs pour les PME. Et donc, je l'ai classé ici en fonction aussi de ce que je lis par ailleurs et ce que nous raconterons en accompagnement des entreprises. Donc, le premier risque, c'est phishing et fraude au président. Donc, ça veut dire que c'est les attaques par email frauduleux qui visent à obtenir des virements ou des accès sensibles. Deuxième, c'est la perte ou vol de données sensibles. Donc là, souvent, les sociétés ils sont même pas au courant qu'ils étaient volés. Par contre, par conséquent, on peut voir soit les attaques montées en utilisant les données et qui vont viser finalement ensuite faire la fraude au président au phishing ou atteinte ou porter l'atteinte à la réputation, obligations réglementaires. Ensuite, troisième type de risque, c'est indisponibilité et arrêt d'activité, c'est du vécu. Donc, nous avons accompagné une société d'expertise comptable qui a vécu l'attaque parce que l'infogérance, la société d'infogérance a été attaquée. Donc, pendant plusieurs mois, elle ne pouvait pas travailler, elle travaillait en mode dégradé. C'était une période très stressante et qui les a marqués. Ensuite, je mettrai ransomware, donc c'est le chiffrement de données. La société, finalement, il se trouve, s'il n'a pas de sauvegarde et les sauvegardes n'ont pas été testées, parfois à la merci de ces sauvegardes-là, ou à la merci à bonne chance si la clé livrée une fois que rançon est payé est réellement la bonne ou pas. Donc, atteinte à la relation client-partenaire parce que c'est le risque site fuite de données ou d'autres informations qui peuvent être même défiguration du site ou autre, faire en sorte qu'on ne vous fait plus confiance. Et évidemment aussi les sanctions réglementaires et coûts indirects. Les sanctions réglementaires vont
pas forcément tout de suite arriver. C'est soit d'initiation, soit c'est un coup porté, peut-être mauvais coup, on va dire, qui est porté par le concurrent. Mais un jour ou l'autre, les instances, ils sont au courant et une fois quand ils sont au courant, et si vous montrez pas que vous avez prévu et vous menez certaines actions pour augmenter la maturité de votre structure, vous seriez pénalisé, voire lourdement pénalisé. Une cyberattaque peut coûter entre 30 000 et 200 000 euros à une PME et voire parfois plus. Les sources, c'est PME ainsi et Francenium. Donc, même si vous êtes résistant, ou au contraire, si vous dites OK, je vois bien, je suis d'accord avec le constat, on sait désormais que la prise de conscience du risque cyber et comment faire son chemin auprès des dirigeants. En revanche, il y a encore peu d'actions concrètes et le passage à l'acte est freiné par trois facteurs. Parmi ces trois facteurs, le premier, c'est la connaissance superficielle du risque cyber. C'est-à-dire, on mésestime des enjeux, on délègue les responsabilités à une équipe IT. C'est quasi régulier dans nos, je dirais, projets d'IAC cyber. C'est systématiquement que, ça, je sais pas, c'est mon infogéreur, mais infogéreur, n'est même pas au courant que celui ou il n'a pas de compétences pour le faire. C'est aussi sous-estimation des sources potentielles de menaces et réduction de perception de risque cyber, un sujet technique. Donc, on oublie qu'il y a aussi organisation qui doit apporter les process, on oublie qu'il y a aussi humain qui doit être sensibilisé, voire formé, s'il s'agit d'avoir un référent cyber au sein de l'entreprise. Donc, deuxième facteur, c'est le manque de solutions clés en main. Et ça, c'est réellement un problème. C'est-à-dire que les offres souvent orientées grand compte, ce sont les offres coûteuses. C'est un écosystème qui est très complexe avec des solutions, on va dire, il faut avoir bac+5 pour comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que j'achète une solution à l'autre. Et finalement, c'est l'appropriation très difficile de ces solutions par les dirigeants. Aujourd'hui, il y a une tendance à aller vers les solutions clés en main, et tant mieux parce que c'est pour moi un des facteurs majeurs de cette réticence pour passer à l'acte. Et troisième, qui vient de ça aussi, mais c'est concerne n'importe quelle dépense qui n'est pas dépense pour le business ou pour comment acquérir les clients, c'est le coût perçu comme très élevé. C'est-à-dire qu'il manque de moyens financiers a priori, ce qu'on va dire a priori, non, je vais pas me faire accompagner même sans demander le prix. Les dépenses sont très souvent considérées comme non prioritaires et méconnaissance du coût, de l'impact d'une attaque cyber. Donc finalement, on va par les évidences, mais plutôt des barbes ou comment dirais-je, penser ce que nous arrange, penser que le coût il est toujours trop élevé, on n'a pas d'argent, c'est pas prioritaire, et parce que justement c'est complexe, parce qu'il y a la connaissance superficielle, et donc le chien aboie, la caravane passe. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que les organisations d'État ou on va dire hybrides nous proposent pour quand même passer à l'acte? Il y a plusieurs types d'aides qui existent. Donc là, je ne veux pas dans ma présentation passer par chaque ligne. En tout cas, je vous ai fait une bonne synthèse à trois niveaux. C'est déjà les aides nationales, aides régionales ou locales et autres financements. Les aides nationales, c'est bien sûr l'ABP France. L'ABP France a lancé en 2023 l'ADIAC Cyber qui ensuite a été élargi. En fait, le projet et le périmètre plutôt, il a été élargi et ensuite la phase B pour aider la transformation a été aussi ajoutée. Ça rentre dans le programme plus global qui est France 2030. Certaines aides se croisent. Si jamais vous prenez une aide, vous n'avez plus droit à une autre. Donc tout ça, c'est bon à savoir. Mais en tout cas, la BP a été l'une des premières structures qui a lancé ce dispositif. Et
et de façon extrêmement structurée. Donc, je fais clairement la pub à la BPI parce que nous travaillons avec eux depuis plusieurs années et c'est très, très sérieux. Ensuite, il existe aussi les subventions France Relance, c'était davantage pour collectivités territoriales. Il y a les subventions ainsi avec les exemples Mon Aide Cyber, qui au début, il était un petit start-up et qui commence à prendre l'ampleur. Parfois, on peut faire vouloir les crédits impôts, innovation, c'est un peu plus peut-être compliqué. Ensuite, au niveau de régional, local, il existe des aides des régions. Chaque région peut proposer les aides. Les tickets, il était davantage en termes de diagnostic, peut-être, ou les aides de 5 à 10 000. C'est-à-dire, si vous prenez un ticket à 10 000, 50% est à votre dispositif, de votre poche, pardon. Et aussi les chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie en France, et ils ne sont pas forcément liés. En tout cas, en Île-de-France, ils ont annulé le chèque cyber depuis cette année parce que justement, il y a d'autres dispositifs financement qui ont repris le relais. Parmi ces dispositifs, c'est un programme européen Horizon Europe, dont exemple Sibia. Je vais un petit peu parler plus tard, qui propose un diagnostic, voire même la formation pour les référents cyber. Ensuite, il y a les programmes sectoriels. Je ne les connais pas tous. Nous avons eu l'occasion à étudier et puis faire valoir le programme qui s'appelle CAR, donc c'est cybersécurité, accélération et résilience des établissements de santé. Ah, je pense qu'il me manque. Oh non, c'est bon. Donc, chaque programme, c'est plus, c'est contre, donc c'est réellement important avant de se lancer, de se poser des bonnes questions. Évidemment, ces programmes-là, ces accompagnements, ils vous offrent des bénéfices. Ça veut dire que vous allez avoir une connaissance plus factuelle des risques réels. Vous allez avoir une feuille de route claire et priorisée, par quoi il faut commencer, voir quel est le coût des dépenses que vous allez avoir. Et ensuite, ça peut faciliter aussi l'accès à d'autres aides, à d'autres types d'investissements. Comme par exemple, ce que la BPI a lancé depuis cette année, c'est la phase B. Si jamais vous n'avez pas réalisé le diagnostic avec la phase A, vous ne pouvez pas vous faire valoir ces aides-là. Et quelles sont les problématiques? Parce que je préfère tout de suite parler aussi des sujets, en fait, des pour, les contre, mais globalement, donner cette analyse, vous livrez notre analyse à nous, c'est que bien qu'une multitude de diagnostics existent, leur réalisation est insuffisamment suivie par la mise en place des mesures par les PME. C'est-à-dire qu'on peut livrer le dossier, y compris les dossiers techniques, avec les vulnérabilités identifiées, présentées de façon très concrète, très factuelle pour les experts en cybersécurité, mais ça reste toujours extrêmement complexe pour les chefs d'entreprise. Finalement, cette complexité, le manque du temps et puis aussi d'autres priorités font que diagnostic et faire diagnostic au plus complet, c'est très bien. Maintenant, c'est pas forcément adapté à notre moment de vie, je veux dire, par rapport à l'entreprise, à notre capacité à tenir les bons bénéfices. Il faut se poser les questions, est-ce que je me lance et en quelle mesure? Et puis, parmi les solutions à ces problématiques, finalement, je vois deux ici. La première, ce que je viens un petit peu de dire de façon en filigrane, la direction de l'entreprise ou le référent cyber, quand il existe, ils doivent bien comprendre et bien s'approprier ce que le dispositif propose ou les dispositifs proposent, comprendre les livrables, au moins s'intéresser à ces livrables et puis les approprier aux enjeux et comment chacun des livrables peut aider dans cette progression par itération qui est la maturité cyber souhaitée. Et ensuite, il est rare quand la société entre guillemets, se débrouillent toutes seules parce que soit ils ont un référent cyber, mais ce référent cyber, c'est quelqu'un qui était identifié, on va dire sélectionné parmi les meilleurs, ceux qui sont dans les métiers, mais ce ne sont pas forcément les personnes qui étaient formées
pour faire le cyber. Donc, ce sont les personnes qui ont de bonnes volontés, les capacités intellectuelles, mais c'est pas ni leur travail, parce qu'ils restent à peut-être 80% à réaliser le travail pour lequel ils étaient embauchés. Ça peut être architecte, ça peut être comptable, ça peut être huissier, etc. C'est du vécu une fois de plus. Et donc, finalement, s'il n'y a pas d'accompagnement des entreprises, pardon, il me manque des entreprises, donc dans le passage à l'action, une fois que le diagnostic est réalisé, ça peut rester les papiers sur l'étagère. Et ça, c'est très dommage. Donc nous, au Cyber, on sait que c'est comme ça. On fait quelques calls de rappel, on va dire, de suivi. Maintenant, si nous ne sommes pas, on va dire, mandatés globalement, si ce service n'est pas contractualisé, nous n'allons pas pouvoir faire plus. Mais en tout cas, avant de se lancer dans le choix des aides et diagnostics, se poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je comprends qu'est-ce que je veux obtenir? Est-ce que je comprends que c'est cette finalement type d'accompagnement qui va m'aider à obtenir ce que je veux obtenir? Est-ce que j'ai les capacités au sein de l'entreprise ou capacités financières à prendre quelqu'un en termes de conseil, en termes de référents SSI délégués pour faire en sorte que ces actions lancées m'amènent au bon port dans 1, 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'importe, mais que ça reste pas les dépenses inutiles. Je vais m'arrêter en quelques mots en fait, pour distinguer ces trois types on va dire, d'accompagnement qui est DIAC Cyber, on est cyber et CBA parce que nous avons, on va dire, experts ou contributeurs et nous avons l'expérience pour ces trois types d'accompagnement. Donc, on va dire, mon chouchou, c'est bien la DIAC Cyber avec la BPI. C'est pour les sociétés plutôt PME, voire ETI, plus même pour ETI parce que le niveau de subvention est devenu plus important, mais c'est aussi voulu par la BPI. Au début, ils ont ouvert assez large le dispositif. Maintenant, ils visent réellement les entreprises qui ont non seulement plus de 10 collaborateurs. Ça nous arrivait d'accompagner une société qui a 9 collaborateurs, mais qui opère les données extrêmement personnelles, voire sensibles. Donc, c'est toujours possible. Ne vous arrêtez pas aux critères d'éligibilité. Mais néanmoins, en termes d'amplitude, en termes de périmètre de ces diagnostics, c'est extrêmement complet. Et donc, si jamais vous êtes toute petite structure et vous ne souhaitez pas rentrer trop dans les détails, c'est quoi le dispositif de gestion des crises, c'est quoi les inventaires des actifs, etc., c'est peut-être trop tôt pour vous. Mais parlons-en, en fait. Ne vous arrêtez pas, c'est juste l'expérience un petit peu qui montre, qui est tout à fait subjectif, qui parle. Donc ensuite, les modalités financières depuis quelques mois, parce qu'avant c'était 50-50, désormais c'est 70-30, c'est-à-dire que le reste à charge, sur le projet de 8 800 €, le reste à charge qui est de 6 000 € est porté par le bénéficiaire. Et c'est un dispositif qui est extrêmement complexe, qui prévoit un cadrage, qui est une visite sur site, les séances de sensibilisation, les interviews avec plusieurs représentants au sein de l'entreprise, avec les fournisseurs TIC, donc l'infogérance, et les fournisseurs de sites web, etc. Extrêmement complet, extrêmement sérieux. Et finalement, vous avez plusieurs livrables qui permettent par la suite, après diagnostic, non seulement savoir qu'est-ce qu'il faut faire, en quel délai, quels sont les quick wins, quels sont les accompagnements ou les actions plutôt stratégiques, à combien ça peut vous coûter, mais aussi avoir les fichiers Excel qu'on appelle la maturité cyber, et à chaque fois modifier le paramètre parce que vous avez réalisé l'action, voir comment votre note s'améliore. Donc ici, ce sont on va dire, extracts de support marketing de la BPI, et vous avez un lien tout en bas, et puis nous serons ravis pour vous parler. Donc la BPI, elle met désormais l'accent fort sur NIS2. C'est pour ça qu'elle a augmenté le niveau, on va dire, les barrières d'entrée et baissé le niveau de subvention pour faire en sorte que c'est les sociétés qui sont dans l'obligation à être conformes à NIS2 qui souscrivent à ce type d'accompagnement.
Il y a même les slides quand on fait les sensibilisations qui expliquent c'est quoi NIS2, c'est comment, quels sont les axes d'action et ainsi de suite. Donc je dirais par rapport à NIS2, c'est le premier et le plus complet type d'accompagnement que j'ose vous conseiller. Vous voyez ici le contenu, on va dire les étapes de ces diagnostics et en bas les livrables. Donc ça va être le rapport de restitution complète des tests techniques et d'exposition, ça va être le tableau de macroactifs, il y a de support de sensibilisation pour les collaborateurs et pour les employés. Dans le rapport, on va voir les forces, les faiblesses, en synthèse, qui est le niveau des actions top 5. La liste des actions, c'est un autre type livrable. Et donc, c'est réellement un travail qui est beaucoup plus souvent, plus que sur 8 jours, parce que c'est une société, il est 200 personnes, donc, et avec quelques complexités, plusieurs fournisseurs, donc on fait de façon extrêmement qualitative, donc ça peut nous prendre 10-15 jours pour réaliser à bien cette mission. Donc voilà quelques exemples ici des livrables et la liste tout en bas, la liste des livrables qui finalement qui sont les vôtres par la suite. D'accord, donc on va aller en synthèse, quel est le niveau, quelles sont les actions prioritaires, on voit par rapport à grille questionnaire évolution, quelle est votre note, vers quoi il faut se tendre, parce qu'il faut dépasser la moyenne 50%. Quelques exemples des documents de sensibilisation. Donc, ce que je peux dire par rapport à ce type de diagnostic, parce que je regarde leur passe, donc pour moi, c'est l'offre premium. Donc, pour un NIS2, si vous êtes DORA, c'est une bonne porte d'entrée. Si vous avez d'autres normes à respecter, ça va se baser quand même sur les bonnes pratiques d'ANSSI. Globalement, les experts BPI et la communauté, quand c'était à l'appel de projet, tous les experts ont contribué au travail sur cette méthode-là. On fait que c'est extrêmement complet, c'est-à-dire on parle de diagnostic organisationnel, humain et technique. Le périmètre est large qui inclut les tests d'exposition, 2 séances de sensibilisation, préparation à une crise cyber, inventaire des actifs et un rapport final très détaillé, sans parler des Excel tels que la liste des actions, tels que la maturité, etc., qui sont un peu les documents intermédiaires, mais qui sont très utiles pour le rendre par la suite. La BPI il fait une attention drastique au choix des prestataires et mène le contrôle régulier de qualité de livrable. Donc, vu que ça a été lancé et ensuite certaines aides, un dispositif a été élargi, ce que je vous présente ici. Il y a un dispositif Cyber PME phase B qui a été lancé récemment et les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier sur le site que je vous présente ici. Les conditions et nature du financement est organisée dans sa globalité par la France, par le dispositif France 2030. Donc, je parle entre trop dans les détails. Ce sont les textes formels. Si ça vous intéresse, vous pouvez étudier. Globalement, ce qu'il y a à retenir, que l'aide, déjà, vous êtes éligible quand vous avez réalisé un diagnostic cyber phase A. Donc, et ensuite, l'aide sera apportée sous la forme de subvention avec, pardon, excusez-moi. Donc, l'aide sera apportée sous forme de subvention avec un maximum de 80 000 euros en versement au solde. C'est-à-dire, quand vous déposez votre dossier avec des aides, vous allez présenter l'ensemble des actions, des mesures chiffrées à partir de 45 000 jusqu'à 110 000 euros. Et c'est 70% que l'assiette dépenses éligible, un maximum à 70%, qui va nous amener à 90 000 euros. Il y a un dépôt de dossier qui est assez complexe, mais pas impossible. Et une fois que vous avez déposé vos dossiers, vous pouvez obtenir, une fois de plus, de 45 000 jusqu'à 80 000 euros d'aide sur 1, 2, 3 ans, en fonction de ce qui vous a été proposé lors de phase A. Donc ensuite, nous avons aussi eu l'occasion à travailler
et puis voir quel est le dispositif CIBIA, parce que par CIBIA, nous sommes au campus cyber, et donc CIBIA, c'est un programme qui est coordonné par le campus cyber, qui aide les TPE, PME, les acteurs économiques, sociaux, solidarité, collectivités, à renforcer leur sécurité numérique. Donc il y a un lien qui est présent ici. C'était un dispositif initialement pour accompagner 150 PME et collectivités territoriales à l'Île-de-France. Et ça a été lancé en 2024, donc nous sommes en 2025. Je ne sais pas s'il y a encore le budget ou pas, mais en tout cas, vous pouvez y aller et vous renseigner. Et c'est pour les sociétés qui sont en Île-de-France, donc c'est limité à l'Île-de-France et surtout collectivités territoriales. Si jamais dans vos réseaux, il y a les collectivités territoriales, c'est bien utiliser ce type de dispositif. Il est moins complet que le dispositif de la BPI. En revanche, il est gratuit. Maintenant, la gratuité, il a ses limites. Ça veut dire que parfois, on va le faire sans forcément se poser des questions derrière si on va réellement actionner ce qui a été réalisé. Donc, voilà, c'est toujours un double tranchant. Et puis, la profondeur, elle est un peu moindre, mais ça fait l'affaire. Il y a pas les tests techniques, il y a les scans d'exposition qui est réalisé, qui peut aussi être utile. Donc, moi, je dirais par rapport à l'offre de la BPI, si l'autre, je considère comme premium, c'est plutôt un diagnostic assez classique, une plus-value qui peut être là aussi, peut-être en faveur de CBA, c'est une fois que la société a été accompagnée par le programme, les référents cyber peuvent être formés aussi. Ça fait partie du package, peut-être 2, 3, 4, 5 jours de formation dans les organismes partenaires du programme. Et parfois, quand il y a les exercices de gestion de crise, quelque chose comme ça, organisés au campus cyber, les bénéficiaires sont invités. En l'occurrence, autant la BPI, le dispositif, il est devenu pérenne. Ça veut dire qu'il n'y a plus de date limite. À partir du moment que vous respectez les critères d'éligibilité, vous pouvez être accompagné, ça vous coûte 6 000 euros, mais de façon ainsi que vous pouvez bénéficier d'autres aides en termes de transformation. Là, c'est limité, donc c'est à vous d'aller se renseigner et vous poser des questions directement en suivant le lien. Et donc, le startup d'État de l'ANSSI, qui est Monnaie Cyber, finalement, il expérimente un dispositif gratuit, assez light, c'est-à-dire moi-même, je suis, comme on dit, mon aidant, mon aide cyber. C'est basé sur en fait, un accompagnement assez rapide, destiné à toutes sortes de publics, mais plutôt pour les structures un peu encore matures, qui va les aider à accompagner pour faire les premiers pas. Et ça s'appuie sur l'aide des bénévoles. Donc les gens qui disent ok, je vais donner un peu mon temps, je vais suivre cette cette proposition et par la suite peut-être aller vers un dispositif un peu plus étoffé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous à ce stade-là. Donc en conclusion, je vous ai parlé de la BPI, évidemment CIBIA, il existe aussi les aides proposées en fait en termes d'auto-formation sur le site de BPI, sur les sites de cybermalveillance.gouv.fr. Donc si vous êtes une société qui peut rentrer dans le dispositif France Relance aussi à étudier. Mais ce qui est assez important, dépendamment quel type d'aide vous utilisez, c'est de faire appel aux prestataires qualifiés. Donc malheureusement, le choix des prestataires, il est fait de façon que je ne peux pas vous dire chaque dispositif, il le fait. En fait, quand il y a un visa tel que visa l'ANSSI, c'est très sérieux, mais c'est plus sur les solutions qui sont choisies. Par exemple, nous, on verra CBR, nous sommes experts de la PPI, donc quand on fait notre action de diagnostic, ensuite nous proposons des solutions et souvent en proposant ces solutions, on fait en sorte que c'est la solution qui a un visa de sécurité, soit expert cyber, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de contrôle déjà réalisé par les experts ad hoc et que finalement ensuite si vous investissez en cyber, ça va réellement apporter un ROI
palpable ce que vous attendez. Si un expert vous dit l'expert vérifié, il y a toujours les moyens de le faire et pensez à chaque fois à bénéfice, à problème et à solution. Donc, évoluez vous-même votre maturité à se lancer. Bonne journée, au revoir.